Je pense que nous avons un coprésident qui va de toute façon nous défendre dans cette initiative. Bonjour à toutes et à tous. Un petit mot d'introduction. Quel commerce pour mon centre de village ou éventuellement mon centre de territoire intercommunal? Pour mon centre-ville aussi, même si on ne parlera pas de ces centres-villes qui sont concernés, les villes moyennes en particulier, par l'Action Cœur de Ville. Néanmoins, il y a sûrement des choses à en apprendre. C'est la question qui est posée par ce forum, organisé donc par la commission de l'AMF, qui s'appelle Développement économique, commerce et tourisme. Question à laquelle 6 intervenants, dont 3 élus locaux, vont répondre, à laquelle on aura des retours d'expérience. Et nous serons ensemble ainsi jusqu'à 17h30 avec un régulateur qui est votre serviteur, qui est journaliste, qui soulagera les présidents de séance de cette fonction d'animation. Et je vais demander tranquillement au premier des 2 présidents de séance, Pierre-Alain Roiron, maire de Langeais, voilà, avec ce micro à sa gauche, et rapporteur de cette commission, peut-être de vous accueillir de façon un peu amicale et de poser les enjeux de son point de vue de maire de ce forum. D'abord, merci à vous d'être venus aujourd'hui pour évoquer ensemble l'avenir de nos centres-villes et de nos centres de nos villages. Bien évidemment, on a pu voir un certain nombre de questions qui étaient posées, notamment sur un certain nombre de déménagements des activités commerciales en dehors du centre-ville. Et puis d'autres questions, celles-là, nous les connaissons bien pour les élus que nous sommes ici aujourd'hui. Mais l'autre question qui est à se poser aussi, c'est la question de l'e-commerce. On voit que c'est quelque chose qui prend. Chaque année, il y a une progression globalement de 3-4% de plus de nos concitoyens qui viennent chercher sur des moteurs de recherche un certain nombre de choses. Donc comment faisons-nous aujourd'hui pour travailler sur ça? Quelle est peut-être la question de la taxation qui pourrait être évoquée sur l'e-commerce? Et puis, bien évidemment, toutes les opérations qui sont montées à travers aussi pour refaire vivre nos villes et nos villages, parce que le commerce, c'est aussi une activité qui permet d'entretenir, de faire mieux vivre nos centres-villes pour le tourisme. Et c'est, je crois, aussi un des aspects importants. Et nous avons ici un certain nombre de collègues qui sont aussi maires de villes très touristiques. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes vous a inspiré quelque chose dans le cadre de cette réflexion sur les commerces de centre-ville ou de centre-village VS ceux qui sont basés à l'extérieur d'un territoire et qui donc amènent à des mobilités soumises à la consommation de carburant? Oui, écoutez, cet aspect, je pense que d'abord, c'est ce que pourraient dire des gens qui habitent pas forcément dans les centres-villes, qui se sentent le plus concernés. Parce que ils ont le modèle français, c'est de pouvoir acheter un certain nombre de maisons en dehors des centres-villes qui sont déjà bâties, qui n'ont pas forcément des transports pour pouvoir les amener à leur travail, aux heures aussi qu'ils peuvent souhaiter. Donc c'est un aspect important. Bon, je pense aussi que nous devons être tranquillement en capacité de nous remettre en cause sur ce qu'on a pu faire sur un certain nombre d'aménagements, où nous avons peut-être tendance à ne plus donner une place aussi importante au transport individuel que dans le temps, même si nous savons tous ici qu'il y a d'importants problèmes de pollution dans les villes. Est-ce que la problématique n'est pas, vous évoquiez le e-commerce, est-ce que avant tout, ce qui a contribué à vider les villages et les villes de leur commerce, les centres, ce n'est pas plutôt la grande distribution qui a été encouragée par notamment... Oui, la grande distribution a un rôle évidemment très important sur le fait que beaucoup de grands commerces, de supermarchés ou même des librairies comme la FNAC ou autres, ou Cultura, on se fait le choix de pouvoir sortir des centres-villes. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une question qui est importante aujourd'hui, mais je crois que le modèle français, le modèle européen, c'est aussi de pouvoir faire vivre les gens ensemble dans les centres-villes. C'est ce que nous faisons tous dans nos villes pour aménager de façon plus agréable le centre-ville, que les gens puissent venir discuter ensemble, échanger. Je crois que le fait d'échanger aujourd'hui est quelque chose qui devient un peu rare. On n'échange pas simplement sur Facebook ou sur Internet, on peut aussi échanger directement en se parlant. Et comment fonctionne la place publique sur Langeais? Écoutez, elle fonctionne. Nous faisons attention de ne pas perdre un certain nombre de commerces.
nous avons une volonté assez forte de ne pas vouloir emmener des commerces de proximité à l'extérieur. Parce que quand on commence à vouloir mettre un certain nombre de commerces de proximité à l'extérieur, comme les boulangeries, comme les pharmacies, cela vraiment peut poser un souci à terme. Vous présiderez nos échanges. Que va-t-il se passer à 16h30 pour vous personnellement ? Bon, écoutez, comme un certain nombre de collègues, nous avons été invités par le président de la République à venir discuter, travailler avec lui. Et il est normal que nous puissions discuter, travailler, échanger, et puis à la fois l'écouter et aussi qu'il puisse nous écouter, prendre en considération ce que l'immense majorité des maires souhaitent, c'est-à-dire être un élément important de la nation et du vivre ensemble. Porterez-vous à Emmanuel Macron des éléments sur ce qui nous préoccupe là Eh bien, on va le voir, il faut en discuter avant. Oui, d'accord. Alors, vous passerez la présidence de ce forum à Jean Girardon. Bonjour, Monsieur Girardon. Prenez le micro qui est à votre droite, Monsieur le maire de Mont-Saint-Vincent. C'est dans la Sarthe, c'est ça, le 71 Seine-et-Marne. Saône-et-Loire, pardonnez-moi. Vous serez le rapporteur, vous conclurez nos échanges du côté de 17h25, 22 environ. Quelles sont les certitudes ou les convictions que vous avez déjà sur ces points autour du commerce de centre-village, de centre-bourg ? Bonjour messieurs, bienvenue. Je vous présenterai dans quelques instants. Oui, bien, si vous voulez, on dit cœur de ville. On dit cœur de ville et ce cœur, il faut qu'il batte. Et il doit battre avec des services publics, des services privés que sont les commerces. Et aujourd'hui, vous le savez, beaucoup d'élus, je pense que tous ceux qui sont ici en particulier, sont préoccupés de voir ces cœurs de ville qui quelquefois ont une histoire complètement délaissée. La ville s'y fait de plus en plus rare. Et donc, ce que nous voulons, c'est redonner aussi bien dans les villes moyennes que dans les bourgs. Car il ne faut pas oublier quand même que sur les 35 000 communes françaises, vous en avez quand même 20 000 qui ont moins de 1 000 habitants. Donc il y a des bourgs et il y a des gens qui vivent ici et qui veulent trouver près d'eux un certain nombre de services publics et privés. Et le commerce, bien sûr, c'est un service privé, mais pour lequel les élus ne peuvent être indifférents, aussi bien au niveau des documents d'urbanisme, qui peuvent organiser, orienter la manière dont s'implantent les activités, mais aussi au niveau de l'animation de leur commune. Hein. Voilà, et je crois que c'est essentiel aujourd'hui de porter cette question sur les centres-villes. Même si, il faut bien le dire, on disait que la grande distribution a des responsabilités dans le fait que les gens ont déserté les cœurs de ville, mais les élus que nous sommes aussi, car quelquefois, on a laissé s'implanter l'hôpital, des bâtiments, parce qu'il fallait beaucoup d'espace, et qu'on est allé là où finalement le terrain était peut-être le moins élevé, avec cette conséquence que ça a aussi posé des problèmes de mobilité au sein des espaces urbanisés. Qu'est-ce que le maire a trouvé dans sa commune qui aide et accompagne, anticipe éventuellement les besoins des commerçants ? Écoutez, dans ma commune qui fait 350 habitants, malheureusement, j'ai vu les commerces se fermer les uns après les autres, y compris le bureau de poste, qui est devenu agence postale communale. Mais nous avons profité de cette possibilité que nous a proposée la Poste de faire que cette agence postale communale, elle soit aussi relais pour une boulangerie, une épicerie sèche, la presse, etc. Autrement dit, c'est en quelque sorte un multiservice public-privé que nous avons. Et le week-end, eh bien, comme ce n'est pas un salarié qui tient la boutique, ce sont les élus à tour de rôle qui vont tenir la boutique. Donc je vends du pain une fois par mois. Très bien, ça, on mouille la chemise. Alors, je vous présente M. Girardon et M. Roiron, nos trois intervenants élus locaux, et dans quelques instants, Laurent Hénard nous fera un topo d'accueil. Tout d'abord, Madame L, qui est la maire d'Avignon. Peut-être tout de suite, Madame, nous dire le propos essentiel que vous avez envie de porter auprès de tous les maires, de toutes les catégories de territoire. Je pense de dire que les enjeux et les problèmes auxquels on est confronté sont les mêmes qu'on soit dans des villes ou des communes moins peuplées. Voilà. Ça me paraît quelque chose d'essentiel.
y compris quand on est ville touristique, je le dis aussi. C'est-à-dire que cette problématique du maintien de l'offre commerciale en centre-ville et dans un centre historique comme celui d'Avignon, ça a été l'un des problèmes qu'on a décidé de prendre à bras-le-corps dès mon arrivée aux responsabilités en 2014, parce qu'il y avait des parties de ce centre-ville, et notamment le long de certains axes, où la vacance de l'offre commerciale devenait problématique. Et moi, je le lis effectivement aussi quand même à une présence très forte, pour le coup, parce que ça, je pense que c'est une caractéristique des villes moyennes, de centres commerciaux aux entrées de villes. Et donc, par exemple, dans une ville comme Avignon, toutes les entrées, il y a des centres commerciaux, et y compris des grands centres commerciaux, ce que moi j'appelle centres commerciaux XXL. Donc après, moi, je crois beaucoup à une intervention globale. Donc moi, je siège aussi au sein du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale, ce qu'on appelle le SCOT, qui regroupe toutes les communes à l'échelle du bassin de vie d'Avignon, à peu près 30 km autour de la ville d'Avignon, et où, par exemple, l'ensemble des élus viennent d'adopter une charte du développement commercial qui interdit dorénavant toute création de nouvelles zones commerciales dans ce territoire du SCOT, qui interdit toute nouvelle extension de ces zones commerciales et qui accepte sous certaines conditions une éventuelle densification des centres commerciaux existants. Et puis parallèlement à ça, je pense que voilà, dans nos villages et dans nos villes, il faut qu'on essaye de multiplier les actions pour soutenir la présence de commerces de proximité, mais aussi de services publics de proximité. Moi, je le dis, le centre historique d'Avignon, aujourd'hui, c'est 14 000 habitants, près de 30 000 actifs, évidemment de nombreux tourismes en période estivale. Et la Poste, alors qu'il y avait 3 bureaux de poste présents dans ce centre historique, a des velléités de n'avoir plus qu'un seul bureau de poste, ce qui pour moi n'est pas acceptable, quoi. Voilà. Donc il faut se battre sur tous les fronts, et c'est un peu comme ça qu'on a décidé, en tout cas avec mon équipe, d'agir. Je continue de présenter à nos coprésidents et rapporteurs ces compétences issues des territoires que ce forum nous propose. Frédéric Vergne, si je traverse Bénat dans le 19 à 17h en voiture, village dont vous êtes adjoint au maire, combien de commerces vais-je croiser? Combien y en avait-il il y a 10 ans et qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, tout d'abord, bonjour. Merci et bonjour et merci pour votre invitation, une invitation à double titre. Tout d'abord, en tant que maire adjoint, en effet, d'une commune de 1300 habitants, en plein cœur de la Corrèze, mais également en tant que vice-président de la Confédération des buralistes. En effet, Beina, excusez-moi pour le thé, mais Beina, 1300 habitants, nous sommes une douzaine de commerces à ce jour. Et comme vous le dites, à 17h, il ne reste pas beaucoup de commerces ouverts. Nous étions une vingtaine de commerces il y a 15 ans, et à ce jour, nous avons divisé par 2. Donc, lorsque j'entends parler mes collègues, en effet, il y a une véritable alerte. Mais peut-être qu'il y a des solutions, sûrement il y a des solutions. Et nous, notamment dans le réseau des buralistes, nous sommes en pleine transformation, et je pourrais vous en parler tout à l'heure. Merci beaucoup de cette disponibilité que vous mettez aussi. Voilà, on sent cette appétence pour le sujet au service de l'AMF qui se questionne beaucoup sur la façon d'animer ou de laisser animer des centres-villes. Du côté de Cannes, pardonnez-moi, oui, excusez-moi, je crois que le micro est à votre droite. Est-ce que, voilà, quelle est l'idée centrale que vous apporteriez ? Vous aussi êtes promis à un départ presque anticipé, au même titre que votre voisin de droite, on l'expliquera plus tard, mais quel est le ferment important que vous avez envie de laisser dans cette enceinte ? D'abord dire qu'il faut bien avoir à l'esprit que le commerce physique, s'il n'est pas victime de distorsion de concurrence et si l'espace est aménagé pour créer des flux et rendre pratique l'accès au commerce physique de vitrine, est porteur d'avenir. C'est-à-dire que si on est convaincu que le sens de l'histoire, qui n'existe pas, c'est à nous de faire l'histoire, mais certains croient qu'il y a un sens de l'histoire et que l'idéal dans 30 ans serait de se faire tout livrer à domicile par l'e-commerce, c'est pas la peine de discuter. Or, il me semble que le commerce physique a de l'avenir, mais qu'il est nécessaire qu'il ait de l'avenir parce qu'il est source d'éclairage de nos villages, de nos rues, de nos villes, il est source de sécurité, il est source de rencontres, il est source de sociabilité, il est source d'emploi et tout ce que l'on sait. Et partant de là, il est nécessaire, à mon sens,
d'aménager les espaces publics et d'emprunter les techniques des centres commerciaux, c'est-à-dire d'éditorialiser les rues, de créer des ambiances lumineuses, olfactives, de créer de nouvelles formes de stationnement. L'automobile, quelle que soit l'évolution du carburant ou de la motricité, continuera d'exister. Un mode de transport où l'on peut venir en famille, là où on veut, quand l'on veut, hein, et puis créer des transports en commun. Bref, faire en sorte d'avoir des quartiers, des villages qui soient dynamiques, de rendre compatible le commerce physique avec le commerce numérique et notamment de développer les points relais. C'est absolument essentiel dans une approche environnementale, écologique et de sociabilité et de rendre compatible le numérique et le physique. Et puis de faire en sorte qu'il n'y ait plus de distorsion de concurrence, y compris fiscale ou d'aménagement du territoire, qui se sont faites toujours au détriment des commerces de proximité, en faveur de l'e-commerce de façon absolument incroyable aujourd'hui, et en faveur aussi des centres commerciaux. Est-ce que votre propos, qui vise à finalement faire vivre au consommateur une expérience quand il est dans un centre-ville équivalente aux surprises qu'il peut avoir dans des grandes surfaces alentours, avec beaucoup de choses, de la lumière, un clown qui surgit, les enfants qui se réjouissent, etc. Est-ce que c'est valable pour un village ? Alors, je ne veux pas faire de nos villes des centres commerciaux, avec tout le respect que je pense aux centres commerciaux, même s'ils nous font beaucoup de mal pour les grands malls commerciaux en périphérie que vous évoquiez à juste titre, qui banalisent les paysages, qui imperméabilisent les sols, etc. Donc aujourd'hui, il y a une évolution des malls commerciaux, il y a un retour à des centres commerciaux en quartier, hein, je le dis, donc tous ces thèmes-là évoluent très vite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un village, et pour bien connaître cette réalité-là aussi, un village vivant, c'est un village où il y a encore du service public et du commerce. Et on ne s'en sortira que si les élus, l'e-commerce, le service public, quel qu'il soit, et le commerce physique fonctionnent la main dans la main en atteignant une taille critique. C'est exactement l'exemple. Moi, j'adore ce que vous disiez tout à l'heure, parce que, alors, c'est un peu trop tributaire de la disponibilité des élus, mais on sait à quel point ils le sont. Mais voilà, c'est-à-dire que l'être humain reste un animal social. Hein, et donc, on ne doit pas tout dématérialiser. Et je pense que c'est vraiment une question civilisationnelle, d'art de vivre, que de retrouver des rues. C'est pas que le centre-ville, c'est les quartiers, les villages, et donc d'adapter la capacité des commerces de vitrine à être viables économiquement, donc à être des points de rencontre et des points d'échange et des points de commerce, de création de valeur. Et vous avez pour l'AMF des propositions à formuler. On le fera dans le temps que vous nous avez imparti, puisque vous aussi serez amené à partir vers 16h45. Ça vous conviendra À votre disposition. D'accord. Enfin, pas totalement quand même. Le président de séance, pardonnez-moi, on a démarré en fait sans vous, mais ponctuellement. Merci beaucoup avec l'aval de votre collègue. Peut-être un mot d'accueil et puis la pertinence du sujet en 2018 posé par ce forum. Alors d'abord pour dire que l'AMF travaille sur ces questions-là de manière ouverte, notamment dès le début on a voulu sur les questions économiques, mais aussi les questions qui touchent au commerce, au tourisme, travailler avec l'ADCF, hein, donc tout de suite avoir un travail bloc communal, si je puis dire. Et c'est important quand on évoque le SCOT, on voit très bien qu'on est en train d'essayer de trouver pour chaque sujet le bon périmètre de maîtrise et de régulation. Deuxième remarque aussi, on a bien sûr associé dès le début les consulaires aux différentes réflexions qu'on pouvait avoir. On a travaillé évidemment au moment de la loi Elan, parce que là il y avait pour l'AMF matière à réagir, à défendre certains amendements, à souhaiter certaines évolutions du texte. Mais si on se retire de l'actualité législative, je dirais, pour essayer de voir les quelques grandes tendances qui se dessinent, la première grande tendance, c'est que quand on a fait des réunions au siège de l'AMF, Quai d'Orsay, la salle était pleine. Voilà. On l'a fait notamment avec mon collègue maire de Saint-Flour, qui lui s'occupe de l'urbanisme. La salle était pleine. Donc ça veut dire qu'il y avait des élus de toutes les régions, de toutes les tailles de communes, qui, sur cette question de vitalité commerciale, de vitalité de leur centre, de village, de ville, peu importe, étaient mobilisés. Et ça, je pense que c'est essentiel de le dire. Il y a une conscience des élus, il y a une attente des habitants, et ça se ressent vraiment. Vous n'avez pas une petite atmosphère, je vous provoque, un mortuaire, c'est-à-dire finalement on est juste au bord du commerce et on le regarde, il est mort et c'est irréversible, cette animation commerciale de centre-bourg? Non, je pense que le mortuaire serait presque plutôt en périphérie. Aujourd'hui, si vous voulez, on sort d'un débat qui était le centre contre la périphérie. Et là, c'était le débat de la bagnole pour l'essentiel. Hein. Il faudrait qu'on puisse se garer au centre-ville comme on se gare sur le parking de XXX grandes renseignes. Voilà. Et puis si on peut avoir un échangeur 2 fois 2 voies et que tout soit gratuit, ce serait parfait. Si je peux rentrer avec la voiture en plus dans le magasin, ce serait vraiment superbe. Bon. Là, on voit qu'avec 10 ans
de croissance du e-commerce à 2 chiffres. C'est-à-dire, tout le monde dans le commerce physique est concerné par l'évolution du mode de consommation. Et paradoxalement, ce qui ressortait des élus, quelle que soit la taille de commune, c'est quand même un besoin d'authenticité de la part de nos concitoyens, un besoin de singularité. Si effectivement vous savez avoir la diversité commerciale, des services publics à côté des commerces aussi, donc la diversité de services, de l'animation culturelle, sportive, de la nature en ville. Si vous arrivez à avoir tout ça dans votre centre-ville, finalement, vous êtes effectivement avec une approche globale, celle que tu évoquais, David, qui est celle qui a été conçue pour les centres commerciaux dans les années 70 et encore récemment jusqu'à la fin du siècle dernier. Mais simplement aujourd'hui, il n'y a pas un centre-ville qui ressemble à un autre. Il y a des monuments particuliers, il y a une architecture particulière, il y a une physionomie particulière. Et du coup, on échappe à une standardisation que beaucoup de clients citoyens n'ont pas envie de subir. Donc il y avait beaucoup d'élus qui en fait étaient plutôt sur comment je valorise mon authenticité, comment je valorise ce qui fait de moi finalement une ville et un centre commerçant unique. Et ce qui ressortait, c'était 4 constats rapides. 1, le caractère global, les services publics, les services de santé aussi ressortaient beaucoup. Il y avait une demande des élus qui était comment peut-on favoriser le regroupement et le maintien de la pharmacie, des médecins, des professionnels de santé dans cet hypercentre historique où la mise aux normes n'est pas évidente, où trouver des locaux n'est pas évident. Mais dans le volet des services, ce service-là sortait beaucoup, on ne l'avait pas anticipé. Il est venu des débats. Deuxième remarque, ce qu'a très bien dit David, j'y reviens pas, Lisnard, tout ce qui touche à l'évolution des mobilités, ça c'est évident que c'est un sujet crucial. Et puis c'est un sujet qui nous met face à nos limites. La commune est trop petite. Et de plus en plus, les intercommunalités sont parfois trop petites et on en est à chercher une cohérence, un aménagement, une intelligence à l'échelle des SCOT, des schémas de cohérence territoriaux. Troisième sujet, évidemment, les services. Quels sont les services qu'on peut offrir pour rendre le centre-ville plus fluide, plus simple? Comment on aide des commerçants à utiliser les nouvelles technologies? Comment on peut avoir des services de conciergerie? Comment on modernise les livraisons? Enfin, plein de sujets très concrets. Et puis, quatrième sujet, qui est arrivé un peu en filigrane à la fin, mais sur lequel il y avait beaucoup d'appétit de débat, c'est la maîtrise foncière et immobilière. C'est de dire finalement, quand on veut aménager une zone périphérique, on fait une ZAC, il y a une SEM d'aménagement, et puis on déroule. Comment on retrouve finalement cette capacité de maîtrise du cadre bâti? Alors là, il est déjà existant. Il faut le rénover, il faut l'adapter, il faut le faire évoluer dans le centre historique avec les contraintes. Alors, avant d'un secteur sauvegardé, aujourd'hui d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un site patrimonial remarquable. Et je crois que ça, c'était très présent avec des idées, pourquoi pas, de SEM adapté ou de filiales de SEM d'aménagement dédiées au centre historique. Il y avait une très grosse attente pour dire, nous élus, si on veut être en charge du global, si on veut prendre en compte les nouveaux usages et les nouveaux modes de vie, si on veut développer les services, il faut qu'on puisse intervenir en maîtrise foncière et immobilière, c'est indispensable. On ne peut pas seulement être en subventionnement, on doit être aussi capable de maîtriser, d'acquérir, de transformer, de louer ou de revendre. Laurent Hénard, Nancy, aujourd'hui, je vous ramène à votre territoire et non pas à votre fonction magistrale par rapport à ce forum. Cette ville de Nancy, sur le plan commercial, est-ce qu'il y a un point fort et un point qui vous préoccupe? Alors, le point fort, c'est qu'on a lancé une action de... On a un projet partenarial, beaucoup de communes ont fait ça, avec un développeur de centre-ville qui était un peu le chef d'orchestre pour bâtir le projet, pour le dérouler. Et on a réussi à ce que la vacance reste entre 6 et 7%. Dans l'est de la France, il y a deux grandes villes en dessous de 10%, c'est Strasbourg et Nancy. Et ça, c'est un acquis. On garde un centre-ville attractif, on a parfois d'ailleurs du mal à trouver les surfaces que veulent avoir les enseignes. En même temps, on est en contact continu avec les enseignes, on fait les salons. J'étais la semaine dernière au MAPIC, à Cannes, belle ville, ma foi, et beau salon, monsieur le maire, pour présenter la métropole. Et d'ailleurs, on vend aussi bien le centre-ville historique de Nancy que les grandes zones d'activité périphérique sur lesquelles on a des projets de restructuration, où on ne veut pas étendre, on veut rénover sur site, on veut transformer, moderniser. Deuxième acquis, je pense, sincèrement, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que les commerçants et la vie culturelle, festive, mais sportive du centre-ville soient mêlés.
Voilà. Là, j'ai mon petit pins Saint-Nicolas, c'est notre grande fête chez nous les Lorrains, de fin d'année. Noël commence plus tôt chez nous, dès le début du mois de décembre. Les fêtes de Saint-Nicolas, c'est une programmation culturelle avec du théâtre de rue, de la danse, de la musique, un défilé carnavalesque, une illumination de la ville, des interventions artistiques. Mais c'est aussi 200 commerçants qui se mobilisent pour compléter les animations et la mise en lumière de la ville et proposer des choses. Enfin, s'il y a un péril, c'est celui de la spéculation, de l'incapacité à transformer vite l'immobilier, ce qui nous amène à envisager à Nancy cette année, à la fois de mettre en œuvre une taxation des friches commerciales, je dirais que c'est le volet malus ou bâton, et de créer une SEM patrimoniale dotée de 5 millions d'euros de capital, qui nous permet d'acheter les immeubles. On estime avoir finalement un discours cohérent. Voilà, on taxe ceux qui ne bougent pas, parce qu'après tout, s'ils ne peuvent pas faire, la SEM pourra faire à leur place. Elle pourra remplacer une initiative privée défaillante. Et on arrive sur le sujet que j'évoquais, qui est qu'il faut tôt ou tard reprendre la maîtrise de l'immobilier et du foncier. De par ce fait, vous n'êtes pas Action Cœur de Ville, hein, vous n'êtes pas dans les villes qui ont été retenues. Non. D'accord. Non, mais ça n'empêche pas d'avancer. Bien sûr. On n'est pas toujours obligé d'attendre l'État, parfois. En effet. On peut le précéder. David Lisnard, qu'est-ce que vous avez confié à un député de La République En Marche portant sur ces questions d'exonération d'une part et peut-être de taxation d'autre part? Un amendement, hein, je vais être plus clair. Voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir confié quoi que ce soit à un député. J'ai assez d'expérience de la vie pour savoir qu'il ne faut pas faire ça. Mais non, mais d'abord, je voulais dire à quel point j'avais savouré les paroles de Laurent Hénart. Et effectivement, il y a un facteur qui a été évoqué à la fin, c'est l'événementiel, qui est lié à un aspect identitaire. Il faut faire du marketing territorial et commercial, mais je vais vous répondre. Hein. Et le marketing, c'est un marché connecté à une identité. Donc l'identité de la commune est primordiale pour créer de l'attractivité autour des commerces et autour d'événements qui vont mettre en exergue cette identité. Je pense que c'est extrêmement porteur de flux. On a tous certainement dans nos communes des exemples en la matière. Non, ce que vous évoquez, c'est comment arriver à avoir un dispositif national qui allège. Moi, je suis très préoccupé par cette distorsion de concurrence entre les formes de commerce. Et là, je ne parle pas d'une opposition entre commerce de proximité et commerce de centres commerciaux, je parle de commerce physique, y compris centres commerciaux, et e-commerce. Or, aujourd'hui, sans que l'on s'en rende compte en tant que consommateur, on est orienté vers l'e-commerce. Donc l'e-commerce, c'est bien, il ne faut pas être contre l'e-commerce. Et d'ailleurs, de plus en plus, tout se mêle, se mélange. Mais je ne suis pas sûr que le fait, pour acheter un livre, de le commander sur Amazon, sans discuter avec quiconque, et de se le faire livrer jusque chez soi, pour un bouquin suremballé, avec un suremballage par quelqu'un qui va venir en mobilette, etc., soit une grande avancée civilisationnelle, quoi. Voilà, je n'en suis pas convaincu, et je pense même le contraire. Donc je pense que, or, en tant que consommateur, on est orienté vers ce type de commerce qui est beaucoup moins fiscalisé que le reste du commerce. J'aimerais qu'on ne crée aucune fiscalité supplémentaire sur le e-commerce et qu'on ait la capacité, dans un pays qui serait peu fiscalisé et peu endetté, d'alléger la charge sur le commerce physique. La réponse, elle est un peu dans ce que je viens de dire. Compte tenu de l'état des finances publiques, il n'est pas possible de prévoir un dispositif d'allègement des charges fixes sur le commerce, des charges fiscales, hein, pas des charges sociales, des charges fiscales sur le commerce sédentaire. Je viens du petit commerce aussi, pour vous aider. Et jusqu'à il y a 1 an et demi, j'avais encore un petit commerce, mais j'en ai eu plusieurs. Et donc, sans avoir une compensation. Donc, l'idée qui a été proposée, elle est très simple, est de dire, parmi les très nombreuses surcharges, il y a celle du poids de la fiscalité foncière, qui ne pèse par définition que sur le commerce physique. Ce qui pose une question beaucoup plus profonde, c'est celle d'une nouvelle fiscalité qui ne devra pas reposer que sur le résidentiel, mais qui devra quand même laisser une liberté de choix au maire, autrement on n'est plus en démocratie, et donc qui devra aussi reposer sur les flux, y compris ceux de livraison. Et donc l'idée était de dire, proposons une baisse de 10% sur tout le territoire national de la fiscalité foncière sur les unités de moins de 400 mètres carrés, MAG 1, MAG 2, MAG 3, ce qui correspond par extrapolation à peu près à 340 millions d'euros. Et quand vous allez voir un parlementaire et que vous lui proposez cela, il vous dit à juste titre, l'article 40 de la Constitution ne vous permet pas de proposer une baisse des recettes publiques sans en face une augmentation, que certainement par un effet de flair extraordinaire ou par le hasard, on a dit on ne va pas proposer une augmentation de la fiscalité sur les carburants, comme c'est le cas tout le temps, ou sur les cigarettes. On dit, mais pour réduire un peu la distorsion de concurrence, c'est une idée, on baisse la fiscalité foncière sur les commerces physiques,
10%, 340 millions. Et en extrapolant les données de la FEVAD, donc de la Fédération des entreprises de livraison à domicile, on propose au consommateur, lorsqu'il commande sur un site, s'il souhaite se faire livrer chez lui, de verser 1 euro, qui reviendra à la commune de destination, ou alors de choisir un click and collect, un point relais, ce qui permettra de développer cette activité commerciale dans les quartiers et dans les villages. Voilà. Alors, qui veut se saisir de ce double dispositif qui est promis à quoi? Alors, quelle est cette idée que vous portez? Elle est déjà promise à un bon débat. Oui. Voilà. Donc parmi les parlementaires, M. Potry de la République En Marche, qui manifeste, je ne connaissais pas, mais tout de suite s'est dit, et qui connaît bien le monde du commerce, hein, j'ai pu échanger avec lui, a déposé cet amendement qui avait été avant retravaillé par les excellents services juridiques de l'Association des maires de France. Et d'autres députés de toutes couleurs ont soutenu cet amendement. Il n'a pas été retenu parce que depuis s'est greffé un contexte autour de la fiscalité qui est peut-être plus complexe, mais je pense que la réflexion sur cette relation entre fiscalité résidentielle qui pénalise ceux qui ont une présence physique et fiscalité des flux va revenir dans le cadre de la grande réforme de la fiscalité locale qui sera annoncée en exclusivité mondiale dans quelques heures par le président de la République et le Premier ministre. Voilà, et vous y serez pour certains. Amendement, on le précise, la loi de finances pour 2019, puisque c'était le texte sur lequel vous souhaitiez greffer votre idée. Est-ce que, messieurs les présidents, on demande son avis à la salle sur ce sujet d'exonération et taxation, 1 euro par colis, hein, c'est ça, si j'ai compris. Peut-être à Morson, vous avez, vous, un point de vue sur ce... Oui, bien sûr, nous avons un point de vue au niveau de notre mandat d'adjoint, mais également de commerçants. Et je vous remercie, M. Linard, d'avoir ouvert ce débat, puisque, évidemment, la fiscalité qui est aujourd'hui est bien importante, et je pense que nous, commerce de proximité, pouvons complètement répondre à ces choses-là. Aujourd'hui, dans le réseau, hein, notamment le réseau des buralistes, nous sommes quand même le premier réseau de relais colis, premier réseau de relais colis en France, et nous sommes tout à fait à même de répondre à cette question-là. Je pense que, en effet, nous sommes amenés à acheter de plus en plus sur Internet, peut-être, mais il ne faut pas oublier notre commerce de centre-ville et en milieu rural. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a certaines professions, dont la nôtre, qui sont en pleine transformation et en pleine réflexion, justement. Et je vous remercie également pour l'accueil que vous avez réservé, mesdames et messieurs les élus, à notre stand, puisque aujourd'hui, les buralistes participent pour la première fois au Salon des maires. Et nous avons pu avoir de multiples échanges et de multiples interrogations de la part de maires adjoints ou autres, d'élus, en disant mais comment est-ce que nous allons pouvoir collaborer encore mieux, encore plus pour aller plus loin? David Lisnard, vous avez auditionné des représentants de commerçants sur ces J'ai auditionné, ouais. Je suis allé boire un café avec ceux de ma ville, ils sont nombreux. D'accord. Et effectivement, j'en reviens au propos initial, c'est-à-dire qu'il faut croire à l'avenir et à la modernité du commerce physique. On ne sera pas dans le même commerce physique qu'au XXe siècle, au XIXe siècle, mais il faut croire à l'avenir du commerce physique. Je vous le dis parce que dans le débat sur e-commerce, commerce physique, j'entends des choses, moi, parfois énormes, en disant que de toute façon, c'est comme si on défendait les syndicats de porteurs d'eau au XIXe siècle. Ça n'a rien à voir. Le commerce physique est véritablement d'intérêt général. Et il est hors des écrans radars. Il a en tout cas souvent été hors des écrans radars de l'action publique, sauf pour les prélèvements obligatoires, les impôts et les charges, ou de l'intérêt médiatique, ce qui est en train de changer, et c'était ce qu'évoquait tout à l'heure Laurent, sur l'intensité des réunions autour de cette problématique. Bonjour madame. Bonjour, je m'appelle Béatrice Latou, je suis maire d'une ville de 4550 habitants, le Lude dans la Sarthe. Je suis aussi conseillère régionale et vice-présidente de mon intercommunalité. Juste déjà, je suis surprise. Il y a 15 jours, en conseil municipal, j'ai donc voté une baisse de 15% de la taxe foncière sur les commerces de moins de 400 mètres carrés dans ma ville. Voilà, juste pour vous dire, hein, donc nous, c'est fait. Chez nous, nous avons, pour rejoindre ce que disait le maire de Nancy tout à l'heure, nous avons acheté des bâtiments. Aujourd'hui, on est propriétaire de 150 mètres carrés en plein centre-ville, petite cité de caractère, hein, donc près d'un château, monument historique, etc. Une ancienne banque où nous avons créé une pépinière de commerçants, c'est-à-dire nous mettons en place des conventions d'occupation précaire de 6 mois à titre gratuit, aucun loyer pendant 6 mois, pour les commerçants qui s'installent, des porteurs de projets. Ensuite, ils ont une convention d'occupation précaire de 6 mois à loyer modéré. Et ensuite, l'objectif, c'est qu'ils s'installent dans nos commerces vides du centre-ville,
ou de rester dans la pépinière, mais l'objectif, c'est quand même qu'ils intègrent les commerces. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que tout à l'heure, on parlait de 5-6%, ma ville, c'est 27% de commerces vacants. C'est pas 5-6%. C'est 27%. Nous ne sommes pas dans l'action Cœur de Ville. Bah, évidemment, on n'a pas été sélectionné parce qu'on est une toute petite ville. On n'a pas de moyens. Je trouve extrêmement dommage que les dotations FISAC aient été descendues énormément parce que c'était le seul moyen pour nous d'avoir des subventions dans les petites communes. Alors, je sais bien que pour l'action Cœur de Ville, il fallait retrouver de l'argent puisque c'est à moyen équivalent qu'on met en place ces cœurs de ville. Maintenant, dans mon département, en tout cas, l'action cœur de ville porte sur La Flèche et Sablé, qui sont 2 grosses villes de 15 à 22 000 habitants, qui ont beaucoup plus de moyens que nous et qui ont un taux de commerce vacant beaucoup plus faible que nos petites communes de centres ruraux. Donc je trouve vraiment dommage qu'on ne soit pas aidé. Néanmoins, comme vous disiez tout à l'heure, on n'est pas en attente de l'État et on n'est pas en attente des autres. À un moment donné, il faut faire les choses soi-même quand on veut que ça arrive. Donc juste pour vous dire que depuis mars 2017, nous avons installé 7 nouveaux commerçants dans la commune. Voilà. Juste un mot là-dessus. Bien sûr. Alors, bravo pour ce dynamisme, et on le rencontre dans beaucoup de communes. Et aussi un mot sur la folie de ce système. C'est-à-dire qu'on surprélève et ensuite on subventionne. Je crois que ce modèle-là, il est obsolète. Et si on n'a plus de distorsion de concurrence, vous verrez qu'on aura des taux de vacances commerciales qui vont diminuer. Réellement. Deuxièmement, bien sûr qu'on a la possibilité de baisser le foncier, on l'a fait. Moi, j'ai créé aucune fiscalité additionnelle. Mais le débat, il est bien plus profond que cela. C'est-à-dire que dans la commune telle que la mienne, où j'ai un taux de vacances commerciales très faible, en hypercentre, on est en zone touristique internationale, une ville qui sur le tourisme d'affaires, etc. Mais j'ai des quartiers où on était monté à 30%. Et des quartiers qui étaient des quartiers pas d'hypercentre, mais de centre. Et aujourd'hui, on est redescendu à 11% par tous les outils, y compris la préemption commerciale, y compris sur les baux commerciaux, qui est un peu volontariste. Mais en revanche, l'activité de livraison à domicile, c'est H24. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est perceptible sur tous les territoires, mais l'usure de l'espace public, la consommation d'espace public, l'entretien d'espace public qui résulte de cette hypertrophie de la livraison à domicile qui répond à un besoin, qu'il ne s'agit pas. Aujourd'hui, elle pose une problématique d'adaptation de la capacité des maires de gestion de l'espace public. Aujourd'hui, moi, les conflits d'usage sur les livraisons, les jours et nuits, ça devient un problème inouï. Or, on a des commerces qui, en bas, sont des résistants, qui gardent leur vitrine, qui payent les charges, qui font leur stock, etc., et qui se voient enlever beaucoup de clients, et qui partent des prestataires qui ne participent pas d'un seul euro à l'effort collectif d'entretien des routes, d'éclairage public, etc. C'est ça la question que je veux poser. C'est-à-dire, quelle est la fiscalité moderne qui nous permettra de trouver le juste équilibre ? Et ça permet aussi des fermetures. Moi, j'ai un magasin JTM, par exemple, qui aujourd'hui ferme ses portes parce qu'il est point relais colis. Et en fait, ses clients viennent chercher les télés, etc., qui arrivent parce qu'ils ont acheté sur Internet. Ils n'achètent pas dans son magasin, mais par contre, ils vont venir demander la réparation de ce produit. Il y a un nouveau modèle économique à trouver pour que le commerce physique existe. Je pense qu'en étant un peu proactif et en ayant, je répète, des aménagements pertinents et de quoi les financer et une fiscalité équitable, je suis très optimiste sur l'avenir des commerces de proximité dans toutes les communes et dans tous les quartiers. Alors, Monsieur Roiron et Monsieur Hénard, vous êtes attendus du côté de l'Élysée, personnellement. Il nous reste 3 minutes avant que votre jet ne décolle. Est-ce que c'est un modeste bus, je le sais. Laurent Hénard Oui. D'accord, allons-y. Excusez-moi. Oui, effectivement, une des vraies questions aussi, c'est l'aspect aujourd'hui que dans nos centres-villes, quelquefois, le lieu n'est pas tout à fait adapté. Et qu'il n'y a plus, vous avez raison d'évoquer la question du FISAC. Il n'y a plus de FISAC. Et c'était une vraie chose importante qui permettait à la fois de rénover des commerces, mais aussi de rénover, comme ça a été indiqué tout à l'heure, tout l'espace public. Parce que je crois que rénover l'espace public, c'est aussi permettre à ce que de nouveaux commerçants puissent venir. Effectivement, c'est plus les mêmes restaurants, c'est plus les mêmes cafés, c'est plus les mêmes magasins de chaussures ou autres. Voilà, c'est plus la même chose. Mais il y a aujourd'hui, je crois, un vrai espace pour
des magasins de proximité. Et je crois que l'aspect, vous évoquiez tout à l'heure, David, l'aspect sur le tourisme, c'est un aspect très important pour pouvoir faire vivre une ville. Mais les petites villes sont effectivement en difficulté sur cet aspect-là, parce que les petites villes n'ont pas forcément non plus les moyens de racheter un certain nombre de commerces. Et il est passé où ce FISAC? Laurent Hénard. Oui, moi je voudrais simplement d'abord féliciter ma collègue maire, parce que ce qui est fait à l'échelle d'une commune de 4000 habitants, c'est remarquable. Lui dire que dans ses propos, il y avait quelque chose d'essentiel, c'est son aspect pépinière, commerce indépendant, encourager l'initiative commerciale. Il y a beaucoup de nouveaux, pas forcément tous jeunes, mais nouveaux commerçants, sans mauvaise allusion à une publicité de réseau de distribution, qui arrivent et qui imaginent des solutions à ce qu'évoquait David Lisnard. Parce que, par exemple, le sujet, les Ripper Café, par exemple, ça a une part de nécessité, ça a une part de clientèle, ça correspond à cette idée qu'on achète au centre-ville, mais on peut aussi venir faire réparer, vendre d'occasion, acheter d'occasion, bref, plusieurs cycles sur le bien. Et il y a beaucoup de nouveaux commerçants qui se lancent dans ces nouvelles formes de commerce. Et je pense que ce qui caractérise aussi les centres-villes, c'est un commerce indépendant. Il faut des grandes enseignes, parce que les gens regardent s'ils retrouvent bien les grandes enseignes, ça fait l'attractivité, mais il faut aussi du commerce indépendant, ça fait la singularité. Et pensez toujours à des pépinières, alors à Nancy on appelle ça le commerce à l'essai, mais je crois que c'est la même idée. Pensez à des formules de pépinière, à des formules avant le bail commercial, avec toute sa rigidité et sa lourdeur, surtout quand il y a un pas de porte. Je crois que c'est très très bien. C'est vraiment un très bel exemple qui a été donné. Deuxièmement, je partage ce qui a été dit sur le FISAC, donc j'y reviendrai pas. Je pense que plus les communes sont modestes en population, plus cet outil était précieux. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il intègre un contrat plus global. Et c'est vrai que l'idéal, ça aurait été que des démarches comme Cœur de Ville puissent être ouvertes à des communes plus petites que les villes dites intermédiaires, enfin en termes de strates de population, j'aime pas trop ces mots. Et puis pour terminer d'un mot, je pense qu'effectivement, on a un sujet réforme de la fiscalité économique locale. On est beaucoup sur du stock et beaucoup sur de l'immobilier. Le débat sur la taxation des GAFA, entre guillemets, enfin, d'une économie de flux en partie dématérialisée, ce n'est pas un débat seulement pour l'Union européenne et l'Organisation mondiale du commerce. C'est un débat aussi pour la fiscalité économique locale. Et sans pénaliser nos petites entreprises de livraison qui sont très nombreuses en France aussi. Laurent Hénard, on vous libère. Il y a une bonne réunion avec la présidence de l'Élysée. Et merci en tout cas d'avoir suscité Peut-être qu'on change les clés, faites attention. Restez avec nous, David Lisnard. On va peut-être continuer d'écouter notre auditoire. Le garçon, voilà, il a son micro sur cette proposition. Monsieur, si vous passez par derrière, c'est plus long. Hop, hop, hop. Il ne veut pas courir. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour, donc je suis maire d'une toute petite commune, communauté de communes dans le sud de l'Indre, 15 000 habitants. Non, je voulais simplement savoir si il faut plus se servir du levier autorisation d'implantation. On est dans un secteur où nous on a trois supermarchés déjà, pas de moyenne importance, mais on est en train d'autoriser un centre commercial. Alors donc ça fait discussion, donc là on est plutôt dans le levier maîtrise d'autorisation. Alors est-ce que Madame le maire? Par rapport à l'exemple que je citais là sur le SCOT du bassin de vie d'Avignon, il y a eu effectivement beaucoup de débats qui ont mobilisé tous les maires, et là pour le coup à la fois les maires des villes dites moyennes, mais aussi les communes situées en périphérie et donc avec une moindre population. Et à un moment donné, il y a eu quand même un consensus effectivement qui s'est dégagé pour, comme je le disais tout à l'heure, interdire toute nouvelle création de centres commerciaux. Et du coup, ça implique aussi que chaque intercommunalité ou chaque commune, quand elle est présente dans les CDAC, les commissions départementales d'autorisation des activités commerciales, il y a systématiquement une position de refus qui est prise. Et du coup, ça commence à se savoir aussi par ceux qui investissent et qui sont dans ce type de promotion commerciale. Donc ça les amène aussi à avoir peut-être à nouveau un dialogue avec les élus locaux, qui, moi, me semble quand même intéressant. Peut-être être moins en terrain conquis, comme ils ont pu le considérer pendant des années et des années.
Et puis, je trouve que ça a créé une solidarité territoriale, parce que c'est ce que disait tout à l'heure le maire de Cannes. C'est important aussi d'avoir justement une cohérence, quoi, parce que si, pour le coup, tout le monde n'est pas sur la même position, on ne va pas y arriver. Et puis après, je voulais juste... pour rebondir, dire que nous, sur Avignon, on avait mis en place aussi la taxe sur les locaux commerciaux vacants. Ouais. Et pas avec la logique de ramasser beaucoup d'argent. Moi, au moins, j'en ramasserai, au mieux je me porterai. C'est plutôt pour alerter. Mais par contre, c'est pour aller là aussi. Voilà. Du coup, on a envoyé un premier courrier aux propriétaires de locaux en leur disant il y a la mise en place de cette taxe. Vu que votre local n'est pas loué ou occupé, vous risquez de payer tant. Par contre, on a mis en place un service commerce, un référent commerce, rentrer en contact avec lui. Nous, si vous voulez, on peut discuter pour essayer de vous accompagner aussi dans la commercialisation à nouveau et dans l'occupation du coup à nouveau de votre local vacant. Merci Madame le maire. Le dialogue continue. Bonjour Madame. Oui, bonjour. Je suis adjointe dans une ville de 20 000 habitants dans le sud-ouest. Je suis là. Je me lève, voilà. Je rejoins ce que disait Madame le maire d'Avignon. Effectivement, ma ville a mis en place depuis maintenant 3 ans la taxe sur les friches commerciales, avec un gros travail d'information et de pédagogie en amont des porteurs immobiliers. Pour reprendre ce que disait le maire de la commune qui a diminué la taxe foncière sur les commerces, on a souvent, et en l'occurrence c'est le cas de ma ville, une problématique qui est liée au fait que les porteurs immobiliers ne sont pas les commerçants. Donc on a des niveaux de loyer qui sont très élevés et une baisse de la taxe foncière n'est pas nécessairement répercutée dans le prix des loyers. Donc ça ne va pas pour le coup dans le sens du développement du commerce, puisqu'en l'occurrence c'est le propriétaire qui en bénéficie. Juste un point là-dessus. La taxe foncière, elle est, à ma connaissance, toujours répercutée dans le bail sur le titulaire du fonds de commerce. Moi, pour avoir plusieurs fonds de commerce et avoir une seule fois été propriétaire des murs sur plusieurs commerces, mais autrement toujours été locataire, systématiquement, le foncier est répercuté dans le montant du bail, mais c'est peut-être pas le cas partout, mais c'est quand même une règle prégnante. Ensuite, ce qu'il faut, c'est augmenter la compétitivité, y compris fiscale, des pieds d'immeubles. Et je répète, réduire les distorsions de concurrence. Mais bon, c'est pas la panacée, c'est un élément parmi tant d'autres. Vous évoquiez tout à l'heure les CDAC, et il y a juste un point à prendre en considération, c'est que depuis la loi Royer, nous sommes le pays qui a les règles les plus contraignantes sur l'installation des grandes surfaces. Et pourtant, sur la même période, depuis 1973, nous sommes le pays où il y a eu le plus de créations de surfaces commerciales de plus de 1000 m² par habitant, jusqu'à cette situation délirante. On a des paysages banalisés, dégradés, ces aspirateurs à voiture, enfin, c'est ce qui est plus possible. Et donc, je porte juste le constat que la réglementation protectrice, elle n'a rien protégé du tout. Et en revanche, et en plus, il y a eu tellement d'effets d'aubaine pour des communes, des petites communes qui avaient du foncier, de voir arriver le mastodonte et qui contribuait financièrement à la fiscalité, à l'emploi, etc. Donc la solution, elle vient effectivement par les SCOT, par les schémas de cohérence d'organisation territoriale, mais pas simplement, parce que moi je le vois très bien dans les Alpes-Maritimes, où pour moi il y a un scandale d'implantation de nouvelles grandes surfaces en périphérie. Hein. Oui, il ne faut pas être contre les centres commerciaux, c'est absurde. Il faut être contre les centres commerciaux sur des espaces naturels ou dans ce que les statisticiens, avec leur délicatesse, appellent les interstices, c'est-à-dire l'essentiel de nos communes, ce qui est absolument... on est même plus périphérique, on est interstitiel. Et donc, là-dessus, nous, le périmètre du SCOT, dans le SCOT, on est tombé d'accord, avec Grasse, hein, donc c'est quand même... Mais sur l'intercommunalité voisine, qui est à 3 km de ma commune, il y a encore des autorisations de mastodontes à 200 000 m². Hein, donc 50 000 m² de surface commerciale nette. Enfin voilà, c'est des cap 3000 quoi. Hein, bon. Donc l'interscot est nécessaire et effectivement d'éviter les effets d'aubaine pour une commune qui aurait tendance à accueillir cette opération pour des raisons fiscales. Dernier point et j'arrête. Il y a eu quand même des choses absolument anormales sur l'investissement public au profit de ces grandes surfaces périphériques. Regardez les infrastructures routières faites uniquement pour accompagner un projet de grande surface. Enfin, c'est plus possible. C'est même scandaleux, quoi. Voilà. Jean Girardon. Oui, je voudrais intervenir sur ce plan. Effectivement, c'était dit. Mais ce qu'on constate, c'est que les CDAC sont quand même très laxistes.
Moi qui préside la commission nationale, finalement, on censure pratiquement un projet sur deux. Par contre, ce qu'on remarque maintenant, c'est quand même que beaucoup d'élus sont dans l'état d'esprit de David, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que finalement, autoriser de telles choses, y compris sur leur propre territoire, c'est de prendre le risque d'ici à quelques années d'avoir d'énormes friches commerciales qui seront d'autant de verrues qu'il faudra gérer. Et là, il y a un vrai problème. Et je pense que la réponse, elle est essentiellement dans les documents d'urbanisme. C'est les SCOT, les interscots, parce qu'effectivement, quand on est en situation marginale par rapport à un SCOT voisin, s'il n'y a pas une concertation, on aura d'énormes problèmes. Et là, c'est à mon avis le seul moyen, parce que la réglementation, y compris la loi Elan qui va un peu modifier les choses, finalement, bon, nous décidons par rapport à l'aménagement du territoire, la protection du consommateur et puis la défense de l'environnement, alors qu'il y a aussi un critère économique, mais qui nous est interdit par Bruxelles, alors qu'au départ, la loi Royer, c'est essentiellement une loi économique, sociale et économique. Et on voit comment, dans ce pays, l'urbanisme commercial a dévié, disons, de sa notion initiale pour arriver maintenant à quelque chose qui est assez flou et qu'il conviendrait effectivement de préciser dans les documents d'urbanisme. Moi, je pense que c'est là la réponse. David Lisnard, quand vous identifiez que pour le commerce physique, il y a 85 taxes contre 3 pour le commerce en ligne, est-ce que vous n'avez pas un peu chargé la barque là ? Écoutez, demandez à quelqu'un qui a un commerce physique, il vous dira que oui, la barque est chargée. Voilà. Et alors, vous avez testé du côté des grands de la livraison en ligne, votre idée, comment avez-vous approché, je ne sais pas, Amazon ou d'autres commerçants en e-boutiquiers? Je n'ai pas reçu un accueil délirant, si vous voulez. Mais bon, ceci étant, comprenons les choses. Hein, je ne vais pas répéter la chose. Il y a une nouvelle forme de commerce qui s'implante, qui est tout à fait légitime, qui a sa place. Moi, je suis moi aussi e-consommateur, hein, entre autres. On comprend que c'est une question d'équité, en fait. C'est ça que vous... d'équité. Ouais. Mais ceci étant, je souhaiterais qu'on baisse le niveau des prélèvements obligatoires tout en garantissant des services publics universels partout. Enfin, voilà, on est tous d'accord là-dessus. Que va devenir... Alors, je ne sais pas si d'autres propositions, remarques... monsieur ? Alors, il est où, mon garçon ? Voilà. Merci Jean-Marie Binetruy, je préside une communauté de communes d'un peu plus de 20 000 habitants dans l'Est de la France. On a entendu pas mal de choses et moi ce qui me surprend un peu dans les discours que nous avons eus jusque-là, la question vient d'être à peine suggérée, c'est qu'on évoque ça uniquement du point de vue de nos collectivités et de l'administration. Je n'ai pas entendu beaucoup parler des associations de commerçants, des chambres de commerce et d'industrie qui, effectivement, par le passé, étaient présentes dans les CDUC, qui aujourd'hui n'en sont plus membres et qui peuvent avoir un avis à donner et qui peuvent également aider les élus que nous sommes dans l'organisation de ce commerce, parce qu'il faut occuper les commerces, mais je pense qu'il faut les occuper de manière, enfin les pas de porte, de manière intelligente et faire en sorte qu'il y ait une diversité. Dans la commune dont je suis maire adjoint, par exemple, on a établi un périmètre dans lequel on sait qu'on ne mettra plus de banques, on ne mettra plus d'agents immobiliers et où il faut effectivement créer une certaine diversité pour permettre au centre-ville d'être actif. Donc, moi, il me semble que les chambres de commerce et les acteurs économiques, les associations de commerçants ont aussi à nous aider dans cette organisation des centres-villes. Je me demandais d'ailleurs combien de maires sont commerçants et combien de commerçants sont maires. Est-ce qu'il y a des représentants... Je ne suis pas commerçant. Non, non. Est-ce qu'il y a des représentants du monde économique, de l'initiative commerciale? Madame, est-ce que vous voulez enrichir nos échanges? Bonjour madame. Oui, bonjour, Laure Prévost, CCI France. Je tenais à vous apporter un point d'information qui est qu'effectivement, les chambres de commerce et d'industrie sont de retour dans les CDAC. Et donc, depuis la loi Elan, sont réintégrés sans prendre part au vote, mais pourront bien donner un avis en rapport, le projet par rapport à son impact sur le tissu commercial en centre-ville. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette information. Peut-être madame derrière, je crois, non, oui, il me semblait. Si. Non, ce n'était pas une vente aux enchères, c'est bien le micro que vous allez avoir. S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie.
Non, j'ai juste dit que j'étais un acteur économique. Pardon. Je suis élue, simplement. D'accord. Mais commerçante sur la ville d'Aubenas en Ardèche. D'accord. Et vice-présidente de l'association des commerçants. Très bien. Alors effectivement, les associations de commerçants sont vraiment à prendre en compte dans tout ce travail-là. Nous avions commencé à travailler là-dessus en changeant nos statuts, puisque un gros travail de formation, et ça c'est aussi quelque chose d'important, former les gens, former les commerçants à cette idée de force économique qu'ils portent. Ce sont des véritables acteurs au même titre que les élus. Et nous avons changé nos statuts pour faire en sorte que cette association ne soit pas uniquement une association de commerçants, mais soit une association avec tous les autres acteurs économiques, donc les libéraux, même les banques, du centre-ville, pour donner beaucoup plus de force. De quoi a besoin un commerçant pour s'installer ou rester aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter de la puissance publique et de quoi n'avez-vous pas besoin de sa part? Alors, moi, je pense que de toute façon, on a tous besoin les uns des autres et que la seule force, c'est le réseau. Et que la seule force, c'est de travailler tous ensemble. On a parlé de beaucoup de points importants pour l'installation ou le maintien des commerces. Moi, je parle de formation. Je parle aussi d'accompagnement à l'installation. Le foncier, n'en parlons pas. De plus en plus, les baux n'intègrent pas le foncier, mais le foncier est à payer par le commerçant. Ça, il faut le savoir, c'est l'inverse de ce que monsieur vient de dire. De plus en plus, les commerçants payent les fonciers. Que dire d'autre? Au niveau de l'installation, un véritable accompagnement est nécessaire, que ce soit par l'association ou que ce soit par les mairies. Et moi, personnellement, sur mon lieu, je me bats pour que la mairie travaille beaucoup plus, même si elle en fait, beaucoup plus à l'accompagnement et au maintien des commerces. Merci. Monsieur Vergne, sur cette association entre les intérêts publics et les intérêts de commerçants dans un village de petite taille démographique. Oui, comme ma collègue le disait, on a vraiment besoin de travailler tous ensemble, de faire une seule et même unité. Les associations de commerçants, malheureusement, sont en perte de vitesse. Nous en avons de moins en moins. Il est difficile pour nous, commerçants, d'adhérer à toutes ces associations-là par rapport à nos engagements que l'on peut avoir dans nos commerces. Mais en effet, nous avons besoin des relations avec les élus, avec les diverses collectivités locales, territoriales. C'est un ensemble qui fera qu'on avancera tous ensemble. Et je pense que les élus l'ont compris. En tant que commerçant, je pense que les élus, lorsqu'on prend des rendez-vous avec eux, ils comprennent tout à fait l'utilité de ce commerce local, en milieu rural ou dans les centres-villes. Parce que sans commerce, on perd un jour ses classes, son école, on perd ses administrations. Déjà que l'on sait au niveau des collectivités que c'est très compliqué à garder toutes les trésoreries et autres. Je pense que la base, c'est le commerce et c'est une unité entre tous. Est-ce qu'à Bénat, on a un raisonnement, on écoutera ensuite monsieur, un raisonnement communal ou intercommunal? Oui, on a un raisonnement communal et intercommunal. Bénat était chef-lieu de canton, mais non, nous sommes dans l'intercommunalité. Mais nous raisonnons. C'est compliqué de raisonner par rapport à l'intercommunalité de toute façon, parce que chaque commune souhaite avoir tous les services et tous les commerces. Mais nous avons bien compris et nous comprenons jour après jour que ça ne pourra pas durer comme ceci. En effet, nous, à Bénat, nous avons une dizaine de commerçants. La commune travaille beaucoup puisque nous avons relancé les marchés, les foires agricoles. Nous avons un grand centre médical avec plus de 29 professionnels de santé, une pharmacie, gendarmerie, caserne des pompiers. Pour 1300 habitants, c'est quand même assez important. Et tout le monde s'unit, travaille ensemble. Nous nous réunissons avec l'Interco, les communes, la commune et les différents élus, même le département, pour vraiment faire survivre ce commerce en milieu rural. Je me questionne toujours sur ce FISAC qui est un fonds, c'est quoi? C'est un fonds qui a disparu. Qui est-ce qui pourrait en parler? Il est passé où? Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Pierre Mamosser, donc je suis
président d'une communauté de communes et maire d'une commune de 3200 habitants. Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit effectivement en termes de SCOT. Parce que le commerce, c'est aussi d'abord un problème d'aménagement du territoire. Moi, je suis président d'un territoire qui est un territoire d'équilibre entre deux zones qui sont extrêmement fortes en matière de commerce. Ce qui fait qu'au total, nous sommes arrivés à un point où 68% des achats alimentaires se font encore dans le territoire, mais à peine 11% des achats non alimentaires. Quand vous êtes devant une problématique comme ça, vous devez revoir l'offre, notamment en non alimentaire. Et pour ça, il nous faut d'abord la périphérie, parce que c'est la périphérie qui va amener les entrées de gamme en non alimentaire. Et ensuite, il faut travailler sur les centres-villes, avoir les centres-villes décrits comme le maire de Nancy l'a décrit, parce qu'effectivement, c'est les 4 grands thèmes qu'il a déclinés qu'il faut mettre en œuvre, avoir cette identité en centre-ville. Mais je crois, d'une part, et ça a été dit, il ne faut pas opposer la périphérie au centre-ville, il faut avoir conscience de la force qu'on a au niveau d'un commerce et ensuite structurer. Quand les commerçants de centre-ville du non-alimentaire me disent « Ah, mais je n'ai pas, je dirais, des gens, tu vas construire à l'extérieur et on va être complètement asphyxié », moi je leur dis aujourd'hui, votre offre ne suffit pas à ce que les gens viennent. Donc, sans clients, de toute manière, vous ne fonctionnerez pas. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, votre force n'est pas suffisante pour que, je dirais, attirer en centre-ville. Donc, il faut les services de centre-ville, il faut l'identité de centre-ville, il faut l'animation de centre-ville, il faut l'accessibilité du centre-ville. Je crois que c'est cette globalité qui doit nous permettre de gagner et non plus les vieilles, je dirais, idées qui opposent la périphérie au centre-ville. Aujourd'hui, c'est des stratégies globales qu'il faut mettre en œuvre. David Lisnard, je vous ai vu prendre le micro. Non, je ne connais pas la commune et le cas de figure, donc je fais confiance par définition à celui qui a été élu. Madame la maire d'Avignon, est-ce qu'il y a sur ces préoccupations de communes quant à l'activité commerciale qu'elle porte, quelque chose que vous aimeriez suggérer à l'AMF, à M. Girardon par exemple, comme travail, comme objet d'étude et de concertation avec... Moi, ce sur quoi je voulais peut-être commencer en rebondissant sur ce qui vient d'être dit. Il ne s'agit peut-être pas d'opposer la périphérie au centre-ville, mais je pense que si les centres-villes ils sont dans la situation et les centres villageois ils sont dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a promu quand même au cours des dernières décennies un urbanisme commercial qui était de manière préférentielle positionné en périphérie avec tout ce que ça engendrait en termes de génératrices en plus de déplacements, etc., etc. Donc à l'inverse, en fait, de ce qu'à mon avis aujourd'hui tous en tant que maire on essaie de promouvoir comme un urbanisme durable, c'est-à-dire qui essaye aussi tout en répondant mieux aux préoccupations des habitants. Après je voulais juste dire aussi, et pour rebondir sur c'est vrai que moi je crois que cette intervention sur le commerce de proximité dans les quartiers, dans les centres villageois et centres-villes, il est nécessairement co-construit. Et donc, moi, je crois beaucoup au partenariat, effectivement, et à la nécessité de repositionner, par exemple, les chambres de commerce et d'industrie. Enfin, nous, avec la ville, on a passé une convention, alors qu'il n'y avait jusqu'alors pas de convention, et notamment sur une dimension esprit client qui est développée vraiment pour être dans une... Parce que moi aussi, je crois beaucoup je ne crois pas qu'il y aura le e-commerce qui va tout emporter et qui va faire que le commerce de centre-ville et le commerce physique disparaîtront, comme vous l'avez très bien dit, monsieur le maire, tout à l'heure. Et moi, je crois au contraire qu'il faut accompagner les commerçants dans une vraie qualité d'accueil, être sûr que si je vais chez ce commerce de proximité, mais je vais aussi trouver de la qualité de produit. C'est ça que recherche aussi aujourd'hui une partie des consommateurs. Après, je pense qu'il nous faut, en tout cas dans une ville comme la mienne, il faut encore convaincre du coup les commerçants de s'inscrire aussi peut-être dans des nouvelles pratiques. Tout à l'heure, vous disiez les centres-villes, il faut aussi quand même qu'ils se calquent sur le fonctionnement des centres commerciaux. Moi, tout en étant ville touristique, mes commerces sont encore fermés entre midi et 2, par exemple. Alors, je comprends la contrainte que peuvent avoir certains commerçants indépendants, etc. Je ne le dis pas, mais quand j'ai le mois du festival, donc le mois de juillet, mes commerces
la plupart d'entre eux ferment à 19h. Alors qu'il y a quand même des milliers de touristes qui sont présents, festivaliers, etc., dans le centre historique, et qui ne demandent qu'à consommer et qu'à acheter. On est zone touristique, donc possibilité d'ouvrir tous les dimanches de l'année, alors qu'on a décidé, pour les centres commerciaux, de limiter l'ouverture des dimanches à 5, là où la loi nous autorise 12. Donc on est quand même encore comme ça dans des contradictions, sauf que, comme le disait le maire de Nancy tout à l'heure, on voit arriver une nouvelle génération de commerçants, indépendants pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire on est dans les villes de 100 000, elles ont un peu de mal avec les enseignes, qui pour moi, en tout cas pour l'instant, font toujours plutôt le choix de la périphérie, plutôt de ce que j'observe sur une ville comme Avignon, même si on est présent au MAPIC, au SIEC, etc., pour aller quand même chercher ce type d'enseigne. Mais ces commerçants indépendants, pour le coup, beaucoup d'entre eux sont des trentenaires et des quadras, et eux, effectivement, ils vont sur ces nouvelles pratiques commerçantes aussi. Eux, ils intègrent l'outil Internet, e-commerce, machin, mais tout en privilégiant leur commerce physique. Et ça me paraît être, pour nous, élus locaux, une piste très intéressante, parce que je pense qu'ils ont beaucoup à nous apporter, et peut-être aussi à créer une dynamique qui va finalement impulser et se généraliser à l'ensemble des acteurs commerçants présents dans le centre-ville. Merci. Madame L, peut-être nous dire, avant une nouvelle intervention de la salle, sur quoi œuvre la mairie en lien avec les commerçants ou d'autres instances pour son commerce de centre-ville. Donc nous, on est parti sur des grosses opérations de réaménagement d'espace public, puisque tout à l'heure, vous vouliez intervenir, monsieur le maire ? Non, au contraire, il voulait juste discrètement vous saluer, discrètement partir. Mais en tout cas, bravo, madame, on va se reparler. Bien, et puis on va voir le destin de votre proposition. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir soulevé ces sujets. Donc nous, on est parti sur des grosses opérations de réaménagement en fait, d'espace public, parce que moi, je crois beaucoup aussi au cheminement et à redonner plaisir en fait, à la population de revenir consommer effectivement et pratiquer le commerce en centre-ville. Donc avec des réaménagements de places, des réaménagements de rues, en privilégiant plutôt le déplacement à pied ou à vélo, mais en étant dans une proximité immédiate évidemment avec des parkings, puisque la dimension d'accessibilité est pour nous essentielle. Après, dans une ville comme la nôtre, c'est vrai que toute la problématique sur la dimension immobilière et foncière, c'est-à-dire quand on a comme ça sur des linéaires de rues d'importants locaux vacants, même dans une ville de 100 000 habitants, c'est pas forcément évident. Enfin, le droit de préemption, bien sûr qu'on l'utilise, mais après, avec les moyens qui sont les nôtres, et pour l'instant, moi j'ai des moyens qui sont relativement réduits. Donc tout ce qui est outils de type SEM, SPL, dans laquelle parfois les caisses des dépôts et consignations entrent au capital et en actionnariat, ça c'est un outil qui, moi, me semble particulièrement intéressant et sur lequel je pense qu'il y a des choses à construire et à faire. Merci. Monsieur, bonjour. Oui. Philippe Belliot, le maire de Sainte-Anne-sur-Brivet, entre Nantes et Saint-Nazaire. J'ai quand même une interrogation. J'ai subi, j'ai passé 3 CDAC, 3 CNAC, et c'était pour déplacer un centre qui était sur la commune voisine. Il n'y a pas de problème. C'était bien zoné en SCOT, c'était bien zoné en PLU. Il n'empêche que on voit quand même que finalement, ça a mis presque 10 ans. Et la contrainte la plus principale, je ne cite pas les enseignes, c'était plutôt l'autre enseigne qui portait la contradiction plutôt que l'intérêt général. Par contre, qu'on soit passé par exemple de 35 à 30 hectares, je le reçois très bien de la part de l'État, bon, ceci, cela. Mais quand même, c'est quand même un peu... je voulais simplement dire que quelque part, j'étais un peu contrarié, j'étais maire en 2008, et honnêtement, les documents de l'État, et ça a été approuvé par les services de l'État en bonne et due forme, il n'y a pas eu de dessous de table de quoi que ce soit, et qu'il a fallu tant de temps et tant d'énergie pour nous élus, pour finalement, c'était un projet effectivement sur notre commune, sur ma commune, mais il n'empêche que ça concernait quand même l'intercom de Pontchâteau-Saint-Gildas, qui était quand même, c'était fléché, on va dire pratiquement depuis l'année 2000. Donc j'avoue que je suis un peu perplexe sur cette façon de faire. Je trouve que c'est pas bon. Et la deuxième chose que je voudrais faire remarquer, c'est que je rends compte dans la ville dont je suis proche, à côté, c'est que je me suis aperçu aussi qu'effectivement les services de proximité, il aurait pu peut-être en répondre tout à l'heure, le
spécialiste, hein, mais c'est vrai que il y a eu par exemple des stations-service, des petites stations-service qui ont fermé, et je me suis aperçu que finalement, de Nantes à Saint-Nazaire, je connais au moins une dizaine de cas où ça a été remplacé par des boulangeries. Hein, qui sont absolument plus maintenant en centre-ville, mais pourquoi? Parce qu'il y avait un parking, c'était plus facile et compagnie, et donc comme c'était dans la législation, ça posait pas de problème. Et juste une chose pour dire que c'est compliqué, parce que j'ai un frère qui habite Vincennes, c'est 3 exemples différents, mais pour dire que l'art est difficile, c'est que il y a 2 ans, j'étais allé sur son boucher, il m'avait dit qu'à Vincennes, il y avait 40 ou 45 bouchers. Et il y a 2 ou 3 ans, il me disait qu'il y en avait même plus 10 maintenant. C'est pour dire que c'est pas si facile que ça. Hein, donc, vous voyez, c'est des exemples très différents, mais bon, voilà, c'est ma part de vérité, si on peut dire. Mais voilà. Vous suggéreriez à l'Association des maires de France un thème de travail ou voire une disposition? Non, c'est le fait qu'on dise il faut que ça soit déclaré en PLU et en SCOT et compagnie. C'était clair, c'était clean, et là, et que c'est mis tant de temps, je trouve que quelque part, il y a quand même un peu un dysfonctionnement, voilà, où on dit c'est pas possible, mais pas bon, parce que pour moi l'orientation était faite depuis pratiquement un peu plus de l'année 2000. Hein, bon, voilà, c'est tout. Monsieur Girardon, sur ces partages de témoignages. C'est vrai, et vous avez raison de le souligner, quand on voit les recours qui sont faits à partir des décisions de CDAC, c'est toujours des concurrents. Or, on est dans une espèce d'illogisme, puisque le critère économique nous est interdit. Et les décisions que nous prenons au niveau de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peuvent se fonder que sur les 3 critères que j'évoquais, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et la défense du consommateur. Or, on le sait, 95% des recours qui sont faits, ce sont des concurrents pour gagner du temps. Et il faut savoir que c'est vrai, vous avez raison de le dire, les délais sont très longs. Et d'ailleurs, maintenant, dans les projets qui se montent, on intègre ces délais, le fait qu'on puisse purger les recours sur le plan du contentieux, parce que je rappelle qu'après la Commission nationale d'aménagement commercial, vous avez éventuellement le recours juridique, et qui peut aller jusqu'à la Cour de cassation. Donc, vous voyez, ça peut prendre énormément de temps, et certains gagnent du temps parce que c'est d'autant qui permet d'amortir ses propres installations et éviter la concurrence. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate, et malheureusement, nous n'y pouvons rien. Où est-il, Monsieur Turing? Voilà, invité par l'Association des maires de France, représentant du CNC. Je suis le délégué général du Conseil national des centres commerciaux. Voilà, c'est ça. Comment vous avez écouté nos échanges là? Déjà, une première chose, je crois que le maire de Cannes l'a souligné, arrêtons d'opposer systématiquement le centre-ville à la périphérie. Il y a des centres commerciaux en centre-ville et souvent ils contribuent à l'attractivité d'un centre-ville lorsqu'il s'y implante. Par ailleurs, on soutient tout à fait l'amendement qu'avait proposé le maire de Cannes. Je crois qu'au-delà des aspects économiques, il y a un vrai problème de société par rapport à l'e-commerce, aux pure players, comme on les appelle. Amazon, pour ne pas le citer. Nous, ce que nous réclamons, c'est tout simplement l'équité fiscale et l'équité réglementaire. Je donne quelques exemples. Un entrepôt d'Amazon, il faut 2 ans pour le construire et l'ouvrir. Un centre commercial en France, il faut en moyenne 10 ans. Un entrepôt d'Amazon, il ne paye pas la TASCOM, alors qu'il s'agit bien de vente directe. Le produit sort de l'entrepôt, il va directement chez le consommateur. Un entrepôt d'Amazon ne doit pas végétaliser ses toitures. On doit végétaliser les toitures des centres commerciaux. Donc je crois que de façon générale, on réclame cette équité fiscale et réglementaire. Ensuite, juste un point par rapport au président de la CNAC. Nous avions souhaité, aujourd'hui la CNAC peut s'autosaisir de projets de plus de 20 000 m². Nous souhaitions que ça soit systématique parce qu'effectivement, on l'a remarqué à travers certaines interventions, il y a souvent des querelles un peu de clocher local. Et on pense qu'au-delà de 20 000 m², il s'agit d'un projet qui devrait être jugé et décidé au niveau national sans prendre en compte éventuellement les bisbilles locales. Puis dernière mesure qu'on a essayé de proposer dans le cadre de la loi Elan, et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas réussi à obtenir cette modification. Aujourd'hui en France, vous n'avez pas de CDAC de transfert. Concrètement, quand vous voulez restructurer une zone commerciale, vous voulez transférer un commerce de 1000 m², vous demandez une autorisation de 1000 m². Donc, in fine, et la première autorisation, celle qui est attachée au foncier, elle subsiste. Donc, in fine, vous avez 2000 m² autorisés. Donc, on avait réclamé et essayé d'obtenir
auprès des députés cette mesure de CDAC de transfert qui semble de bon sens et qui limiterait le développement des mètres carrés commerciaux. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les très grandes surfaces quand on entend, je crois, des représentants d'Auchan, par exemple, qui disent que ces modèles-là sont dépassés, que maintenant on va avoir des surfaces moins grandes, peut-être recentrées. Est-ce qu'il s'agit de l'entendre comme ça? Oui, vous savez, nous, on inventorie tous les projets en cours. Aujourd'hui, sur les 5 prochaines années, 80% des projets sont des projets urbains, donc de centre-ville ou de quartier. Donc je crois que l'étalement urbain est derrière nous. En revanche, sur la périphérie, il y a beaucoup de travail de restructuration, de rénovation à effectuer. Et 80% des projets sont des projets de rénovation, de restructuration, et 20% uniquement des projets de création. Donc clairement, on est dans un marché mature qui a plus besoin de rénovation, de restructuration et d'accélération des procédures pour pratiquer ces projets de rénovation. Et pourquoi alors je vais le dire sans jeu de mots, cette recentralisation? Écoutez, je crois que ça va simplement dans l'air du temps. Aujourd'hui, l'étalement urbain, c'est terminé. Donc je crois que demain, les équipements commerciaux structurés, ils seront verticaux, ils seront urbains, ils seront multifonctionnels aussi. Je crois qu'on n'est plus dans la monofonctionnalité. Des projets en cours, le maire de Nancy était présent, mais l'un des derniers projets que nous avons, à qui nous avons accordé un trophée était le projet de Muse à Metz, également en Lorraine, qui est par définition un projet urbain sur une ancienne fiche ferroviaire qui comprend du commerce, qui comprend du loisir, du bureau, du logement. Donc très clairement, à l'avenir, on sera dans des projets multifonctionnels. Alors on devine à quel point alors, le projet, enfin l'action Cœur de Ville, avec ses 250 ou 300 villes moyennes, vous intéresse, vous concerne. Pour les villages qui ont cette préoccupation d'avoir un peu idéalement le boulanger, le charcutier, il n'y est plus, peut-il y revenir? Qu'est-ce que les grands acteurs que vous êtes peuvent faire ou peuvent conseiller? Alors, on est nous-mêmes membres du conseil d'orientation du plan Action Cœur de Ville qui a été lancé par Jacques Mézard. Curieusement, d'ailleurs, depuis l'événement de lancement, on n'a plus de nouvelles. Donc, on espère que petit à petit, les choses se mettent en place et que ce plan aura à la fois des moyens financiers et humains pour se développer. Pour les communes moins importantes, alors pour les communes moins importantes, nous, on a fait quelques propositions. Il y en a une qui a été retenue dans le cadre de la loi Elan, qui est l'exemption de CDAC, d'AEC, d'autorisation d'exploitation commerciale, en dessous de 5000 m². Donc ça, c'est une chose qui est passée dans la loi Elan. Je pense que c'est une bonne chose, ça permettra d'accélérer. On avait fait une autre proposition également qui avait beaucoup intéressé les élus, à la fois les députés et les sénateurs, c'était la création de micro-foncières locales. Parce que vous pouvez faire le meilleur diagnostic possible, vous pouvez trouver des commerçants, s'il n'y a pas des murs, s'il n'y a pas d'investisseurs pour porter les murs de ces opérations, notamment dans ces petites villes, on a un problème. Et on s'aperçoit que dans ces petites villes ou villes moyennes, je ne veux pas être péjoratif, il y a un tissu de notables, entre guillemets, le notaire, le médecin, l'avocat, qui ont une capacité d'investissement. Aujourd'hui, ils achètent des SCPI, ils achètent du Pinel ou du Girardin. Et donc, on pense qu'on peut mobiliser beaucoup de finances locales à travers ces micro-foncières. Évidemment, il faudrait l'associer à un intéressement fiscal, idéalement une exonération d'IFI. Je pense que là, on pourrait générer effectivement des fonds importants pour investir dans ces centres-villes. Monsieur Vergne, qu'est-ce qui va se passer du côté de l'intercommerçant, de l'association des commerçants avec l'appui de votre collectivité dans les semestres qui viennent à Bénat? Mais écoutez, je pense que nous sommes en pleine réflexion entre les conventions AMF et autres. Du côté de Bénat, il y a un développement par rapport aux zones artisanales également. Nous sommes à 20 km entre Brive et Tulle, des villes entre 30 et 70 000 habitants. Pas simple, hein, en effet, c'est vraiment pas simple de résister et de se faire connaître. Mais je pense que l'échange avec chacun de ces élus, de ces structures, vont nous apporter un village de 2300 habitants. Sachez que nous, au niveau, et je vous le disais tout à l'heure, de la Confédération, nous mettons tout en œuvre pour exister, pour apparaître au niveau national par rapport à ce réseau et faire des propositions pour vraiment dire que non, le commerce en milieu rural n'est pas mort. Au contraire, nous sommes là pour le transformer. Je
crois que vous avez d'ailleurs signé une convention entre organisations avec l'AMF et les buralistes. Oui, On sent que ça vous tient à cœur d'ailleurs autant l'hôtel de ville que le bureau. Tout à fait. Mais c'est lié, hein. Vous savez, dans un village de 1300 habitants, tout est lié. En effet, nous avons signé avec la Confédération des buralistes une convention avec M. Barouin il y a un mois, tout juste un mois, justement par rapport à ces relationnels avec les élus, avec vous bien entendu, d'où également notre présence au Salon des maires pour une première. Et je pense qu'avec les collectivités, les CCI, nous sommes en train de travailler en partenariat avec eux. Notamment, nous allons sortir un guide CCI mode d'emploi pour la profession parce que nous sommes encore premier réseau de commerce de proximité. Un buraliste, c'est quoi? C'est un bureau de tabac? Alors, un buraliste, comme vous le connaissez, c'est sûrement un bureau de tabac, mais un bureau de tabac qui se transforme. C'est quel pourcentage aujourd'hui le tabac dans un chiffre d'affaires de buraliste? Tout dépend de la structure. Un tabac comme le mien est à 50%. Mais je sais très bien que demain, le tabac, vu la fiscalité, le chiffre d'affaires tabac va baisser. Et nous sommes complètement en phase, puisque regardez, ce mois-ci, c'est le mois sans tabac. Nous participons avec le mois de la vape pour nous. Et nous sommes totalement en phase de transformation par rapport au relais poste, s'il n'est pas communal, par rapport au relais colis, par rapport au service bancaire avec le compte nickel et toutes les structures que nous allons pouvoir mettre en place et les partenariats avec les élus des collectivités locales et territoriales, justement pour les aider et pour nous aider à rester en vie. Monsieur Girardon, on a encore une dizaine de minutes la conclusion à Madame L qui va la préparer d'ores et déjà. On a encore 2 interventions de la salle et puis vous aussi, bien sûr, vous pourrez ajouter quelque chose. Ah, le flanc se mobilise. On a 3 interventions de ce côté-là. C'est entraîné par Madame Rossignol. Bonjour à vous. Bon, Françoise Rossignol, donc je suis maire d'une commune de 6 000 habitants dans la communauté urbaine d'Arras qui fait un peu plus de 100 000. Moi, je voulais insister sur 2 complémentarités. La complémentarité de l'urbanisme commercial avec tout simplement nos plans d'urbanisme globaux. C'est-à-dire que si les familles sont sorties du centre-ville et sont parties dans les villages, eh bien, quand elles font leurs courses, elles ne reviennent pas au centre-ville et elles s'arrêtent à la périphérie. Et que ça, on aura beaucoup de mal à revenir en arrière parce qu'on a pris des habitudes de vie et on voit le développement des drives aussi dans nos communes périurbaines qui ont beaucoup changé les choses. Bon, des jeunes générations me disent « mais comment pouviez-vous faire des courses avec des enfants? Nous, maintenant, on va au drive ». Malgré tout, ils vont aussi au centre-ville. Ils vont aussi au centre-ville, c'est-à-dire que quand ils veulent, aujourd'hui, Arras, avec ses places, son côté attractif, a gagné le match des cafés, des restaurants. Il est évident qu'on prend le bus, on est prêt à payer du stationnement pour aller prendre un pot dans un lieu agréable. On ne l'a pas encore gagné sur le commerce, mais je crois qu'il faudrait vraiment se poser la question de quels sont les commerces attractifs qui vont amener une famille à aller passer son samedi après-midi dans le centre-ville. Et ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas suffisamment. Je pense que ce n'est pas uniquement en limitant le commerce périphérique qu'on y arrivera. Parce que sinon, il y a d'immenses centres commerciaux, beaucoup plus loin, accessibles en voiture, effectivement, et c'est carrément hors de la ville moyenne que nos consommateurs, nos jeunes couples vont aller. Merci Madame. Faites-le glisser le micro derrière vous. Il y a 2 mains qui vont se tendre. Madame. J'avais une intervention en fait pour répondre un petit peu à ce qu'a dit Madame. Nous sommes une ville où nous avons peu d'entreprises, donc les familles viennent y vivre parce qu'il y a une certaine qualité de vie, mais par contre ils n'y travaillent pas forcément. Et donc on a souhaité, donc on a recruté un service civique sur les commerces et on est en train de réfléchir à ce qu'on appelle une place de marché. Je voulais savoir un petit peu l'avis de l'AMF là-dessus. Parce que cette place de marché nous permet d'avoir un site internet qui regroupe tous nos commerçants et qui permet à nos familles, le soir, quand ils rentrent et que les commerces sont fermés, d'aller sur internet, de réserver un produit et de pouvoir venir le chercher le lendemain ou le surlendemain, etc. On n'est pas sur un système d'achat en ligne où on est livré, mais on est dans un système de réservation, d'achat en ligne, mais on va chez le commerçant pour aller le chercher. Et surtout, l'intérêt de la place de marché, c'est que ça met en avant tous les commerces de la ville. Et un certain nombre de commerçants, donc on a mis en place des formations en fait avec notre coworking pour les commerçants parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas non plus tout ce qui est Internet. Mais je trouvais que la place de marché était intéressante. La seule chose, je posais la question à l'AMF parce que ça a un coût important financier.
Et vous disiez où est le FISAC? Je ne sais pas où il est, mais en tout cas, on n'a pas non plus d'aide pour ce genre d'outils numériques, en fait. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces places de marché. Oui, effectivement, c'est quand même quelque chose qui va dans le sens de l'histoire, même si je partage tout à fait ce que disait David Isnard, c'est que l'histoire, c'est ce qu'on en fait, plutôt que la fatalité. Et il y a quand même une chose, à la suite de l'intervention de Madame, là, il ne faut pas oublier que la révolution des grandes surfaces, elle repose sur deux éléments, la voiture et le réfrigérateur et le congélateur. Alors qu'avant, on faisait ses courses de manière quasi quotidienne. Aujourd'hui, parce que d'abord, les femmes travaillent, peut-être, enfin, disons, on a moins de temps disponible pour ce type, d'activité. Et c'est vrai que les grandes surfaces sont apparues comme, finalement, un moyen d'adapter. Mais aujourd'hui, on voit aussi les limites, parce que la voiture, c'est quand même... il faut quand même... Je m'excuse, on est en pleine actualité, mais c'est aussi le CO2, c'est aussi, etc. Et de plus en plus, on va être conscient de ces réalités nouvelles. Et donc, c'est à nous, élus, avec tous les partenaires, car je crois qu'effectivement, bien sûr, élus, nous avons des responsabilités, mais notre rôle premier, c'est d'être des animateurs, c'est-à-dire de mettre toutes les parties prenantes autour de la table pour qu'ensemble, ils trouvent la solution adaptée au territoire. Je crois beaucoup à la valeur des documents d'urbanisme, car je pense que c'est peut-être là une réponse qui permet en particulier d'éviter qu'on ait à chaud des conflits entre collectivités, parce que ça, on le voit bien, à la CNAC, on voit la commune d'implantation qui est systématiquement pour, avec les communes voisines qui sont systématiquement contre. Hein. Et donc, si on avait en amont réfléchi, pensé sur ce que doit être le commerce, ce que doit être le centre-ville, ce que doit être l'animation du centre-ville, quelle que soit la taille de la commune, et au niveau de l'agglomération, voir quels sont les différents pôles principaux, secondaires, etc., je pense qu'on fera un grand progrès. Moi, je partage tout à fait l'avis de M. Isnard, c'est que finalement, le commerce de proximité, parce que finalement, il est entre humains, il ne va pas disparaître. Il faut qu'il s'adapte à cette réalité nouvelle. Et c'est un petit peu la conclusion que je tirerai en ce qui me concerne, et en vous demandant de m'excuser. Oui, parce qu'on a encore là un élu qui... Tout le monde va à l'Élysée aujourd'hui. Et donc, bonne route, Monsieur Girardon. 2 interventions. Une intervention de Monsieur Bourdon qui doit se signaler à moi. Il est où, Monsieur Bourdon? Est-ce qu'il est là? Il est là? Il n'est pas là. Voilà, alors allons-y déjà. Oui, je voudrais aborder un sujet qui n'a pas du tout été évoqué. Je vais peut-être être hors sujet, je ne sais pas, mais c'est tout ce qui est commerce. Et au préalable, je voudrais dire qu'il n'y a pas je ne veux surtout pas opposer tous les commerces. Nous avons besoin de tous les commerces qui soient situés dans les petits villages, les villes moyennes, les grandes villes, et tout le monde est client de tout. Je suis maire délégué d'un petit village de 700 habitants au sein d'une commune nouvelle de 18 000, où, sur un très très grand territoire, puisque il y a des habitants qui ont plus de 20 à 25 km pour trouver la première moyenne surface. Et donc, en ce qui me concerne dans mon village, quand l'épicerie, du jour au lendemain, l'épicerie qui faisait multiservice, épicerie, café, qui avait tout dedans, ferme du jour au lendemain au mois de juillet dernier, qu'est-ce qui se passe? Plus rien. La population dans le désarroi, les anciens qui ont fait le choix de rester au village, bon, voilà, puis les jeunes familles. Et donc, il y a d'autres formes qui se créent maintenant aujourd'hui. Je ne sais pas comment que ça se passe sur le territoire français. C'est que c'est la population qui se prend en main, des habitants qui se prennent en main pour recréer ce service épicerie, bar associatif. Et là, je pense qu'en termes d'élus communes dans ces villages, nous avons un gros rôle à jouer pour accompagner ces nouveaux porteurs de projets, cette nouvelle mode de créer un lieu qui, surtout par rapport à ce qui est hyper important, c'est tout ce qui est le lien social entre les habitants. Et puis, il y a quand même beaucoup de villages qui sont dans cette strate de population sur notre territoire. Et je pense que ça aussi, c'est des exemples qu'il faut mettre. Merci pour cette alerte. Les circuits courts vous intéressent aussi, hein? Je pense que les circuits courts, c'est la base de la réussite de tels projets, de façon à ce que on se démarque aussi de ce qui se passe. Surtout pas de créer une épicerie associative pour retrouver exactement ce qu'on trouve dans le magasin, la grande surface d'à côté, autant aller directement à la grande surface. Avignon est intéressé. Oui, enfin, parce que du coup, on a aussi ces dynamiques-là qui sont à l'œuvre, dynamiques citoyennes dans certains quartiers qui, finalement, dans une ville, peuvent se retrouver dans la situation de votre commune. Et donc, c'est ce qu'on appelle tout le mouvement des supermarchés collaboratifs, participatifs, associatifs, et qui sont assez intéressants parce qu'ils sont le témoignage aussi
de la volonté d'une partie des habitants d'avoir un autre rapport à l'acte de consommer. C'est un besoin. Un apport, voilà, à la fois besoin, mais en étant aussi besoin, beaucoup plus impliqué. Un besoin humain. Et beaucoup plus impliqué dans le projet, du coup, associé à ces commerces. Et en ce sens, moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant, effectivement. Vous connaissiez, Monsieur Vergne, ce type de... Oui, nous de rassemblement, puisque non loin de notre commune existe déjà ce type d'organisation. Oui, et les circuits courts, bien évidemment, et nous sommes, nous de notre côté, favorables, puisque nous travaillons déjà en circuit court, notamment avec des producteurs locaux qui cherchent justement des relais de proximité pour mettre à disposition leurs produits. Et je revenais sur le lien social, hein, c'est très très important, nous le savons. Nous sommes forts de 48 associations, nous, dans notre village, pour 1280 habitants, ce qui est énorme, mais nous mettons tout en place et nous avons tout mis en place, en effet, et nous avons la chance que ça ait réussi pour justement créer et recréer ce lien social que l'on retrouve autant au niveau culturel que commercial après lorsque les gens sont sur le village. Bonjour madame. Bonjour, j'ai pris cette conférence en cours, mais j'ai été interpellée par deux vecteurs, la CDAC et la CNAC, et c'est vraiment dommage que ce monsieur qui vient de quitter faisait partie de la table ronde. Maire sur un territoire d'agglomération de 105 000 habitants, on parle de SCOT, on parle de PLUI, on parle de PLU. Ce sont des documents qu'on doit considérer comme de vrais documents d'aménagement du territoire. Donc, si des élus locaux, dans le cadre du président d'une agglomération de 205 000 habitants, et collectivement, hein, les 25 maires, les 24, parce qu'il y en avait un qui était considéré par une extension de centre commercial, on émet dans le cadre du SCOT un avis défavorable à l'extension d'un centre commercial. La CDAC émet un avis défavorable à cette extension. Bien sûr, recours à la CNAC et la CNAC qui décide de ces tourelles parisiennes par rapport à un territoire sur lequel je pense que les élus, on est responsables de notre aménagement de territoire. On avait 24 élus sur 25 dit non. En plus, le SCOT avait écrit des choses. Et puis la CNAC a fait fi de ces élus de territoire et de terrain pour dire oui à cette extension. Donc je trouve dommage que ce monsieur soit parti pour aller à l'Élysée, parce que le sujet est fondamental. On lui transmettra en la personne de Marion Didier. Marion... Juste peut-être... oui. Il y avait une délégation des élus locaux qui ont été auditionnés par la CNAC. L'élu local, enfin l'élu de la commune sur laquelle s'implantait ce centre commercial, et puis bien sûr le directeur de ce centre commercial. Mais quand un président d'agglo, en travaillant avec tous ses élus, émet un avis défavorable, parce qu'on venait de finaliser le SCOT, on parlait du PLUI, on sait que ces documents déclinent sur nos territoires ce que moi j'appelle l'aménagement du territoire. Mais du coup, vous êtes allé défendre cette position défavorable à la CNAC ? Des représentants de l'agglomération, oui, sont allés défendre. Parce que nous, c'est vrai que sur le territoire d'Avignon, on a eu plusieurs cas comme ça, et y compris sur des activités cinématographiques, donc où il y a eu un recours à la CNACI, c'est les activités. Et nous, systématiquement, on a réussi à faire que la CNAC, elle soit sur la position défavorable qui avait été donnée par la CDAC. Ça interpelle quand même. Non, mais je comprends. En tout cas, c'est important d'aller porter effectivement la voix des territoires dans ces commissions nationales. Alors voilà, je pense que les services de l'AMF le transmettront à M. Girardon et plus largement à la commission. Donc voilà, il n'y a pas de donc d'ailleurs. La fédération des boutiques à l'essai était en principe représentée, donc on gardera en tête le principe de ces boutiques qu'on utilise quelques mois et puis ensuite ça tourne et puis c'est une fiscalité sûrement très avantageuse. Merci à tous de vos témoignages. On termine, Monsieur Vergne, bon projet en tant que commerçant et surtout avec ce mandat de maire, puisque c'est aussi ce qui vous représentez ici. Madame L, vous avez cette fonction peut-être d'envoyer vos collègues vers leur territoire. Quelle est l'idée centrale que vous aimeriez qu'ils emportent ? Je crois que le débat, il a révélé... d'une part, que les maires et les élus locaux, ils avaient besoin d'outils à leur disposition pour soutenir le commerce.
que ce soit pour freiner l'extension des zones commerciales en périphérie. Et ça a bien été rappelé par les plans locaux d'urbanisme, qu'ils soient communaux ou intercommunaux, par le SCOT. Il y a quand même ces outils qui sont aujourd'hui à notre disposition. Je pense que la problématique des foncières que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre en place aussi des SEM, SPL susceptibles de manière systématique de faire de la préemption dans des centres historiques qui sont en voie de dégradation, en tout cas avec des axes qui aujourd'hui ont des vacances commerciales importantes, ça me paraît un outil indispensable, notamment dans les villes moyennes. Et les villes n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir mener à bien ce type de disposition. Donc là, c'était les outils. Ça me permet de faire le lien avec les moyens. On voit bien que le nerf de la guerre, c'est aussi d'avoir des moyens. Donc après, peut-être en réintroduisant aussi une certaine équité entre le e-commerce et le commerce physique, confère la proposition qui est portée par le maire de Cannes et relayée aujourd'hui par un certain nombre de parlementaires, mais sur lequel moi, je pense que ça mérite effectivement d'être creusé, puisque la base, je pense que la base de l'imposition en France, elle doit être aussi dans une équité de traitement, ce qui n'est plus forcément tout à fait le cas. Et après, je pense qu'il faut qu'il y ait des actions volontaristes, mais ça, je crois que quelle que soit la taille de la commune, aujourd'hui, on a bien conscience que je pense que tout élu local est mobilisé sur cet enjeu du maintien des commerces et des commerces de proximité. Et pour moi, l'action, elle doit être vraiment globale. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a le commerce au centre, mais il faut le repositionner dans la question urbaine des centres de villageois et des centres notamment historiques de ville. Il y a évidemment la notion d'accessibilité, stationnement qui doit être prise en compte, parce que si on n'y va pas, à un moment donné, il va manquer un pan dans les réponses qui seront apportées. Il y a toute la question de l'animation et de la co-construction de cette animation avec les associations et les fédérations de commerçants. Et en ce sens, peut-être pour rebondir tout à l'heure avec l'exemple d'Arras, moi je crois beaucoup que les familles, elles reviendront, y compris pour faire leurs achats, etc., en centre-ville, si on crée aussi d'autres événements dans ce centre-ville. Voilà, et on voit bien qu'il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui tirent le fil d'événements culturels, et notamment dans l'espace public, avec des moments partagés, des moments qui sont proposés gratuitement. Voilà, et ça, je pense que nous, par exemple, dans la ville d'Avignon, on fait beaucoup ce type d'animation tout au long de l'année. On a passé en gratuité nos musées, par exemple. Les 5 musées d'Avignon sont aujourd'hui dans le centre historique. Ben voilà, c'est pas neutre, et c'est pas simplement une disposition culturelle, c'est aussi pour ramener en fait tout un tas d'habitants vers cette offre culturelle, se dire bah oui, pourquoi pas moi finalement, puisque en plus les musées d'Avignon appartiennent avant tout aux Avignonnais et aux Avignonnaises, donc emparez-vous-en. Et si j'y viens, par exemple, un samedi après-midi, ouais, je peux aussi en profiter. Du coup, j'y viens avec mes enfants, je vais pouvoir en profiter pour commercer dans le centre-ville. Vous plaideriez pour une action cœur de ville adaptée à des communes de 1500, 2000, 3000 habitants, ou bien ça n'est pas à l'État de s'inviter dans ces solidarités territoriales ? La solidarité territoriale se faisait à travers le FISAC, qui a effectivement disparu et qui visiblement est intégré dans Action Cœur de Ville, notamment au niveau des moyens financiers, sauf que Action Cœur de Ville, c'est plutôt sur les villes moyennes, enfin 10 000 et un peu au-delà. Mais du coup, alors que le FISAC, lui, il concernait aussi les communes de 2000, 5000 habitants. Donc aujourd'hui, c'est ces communes-là qui sont souvent les plus en difficulté du point de vue des actions qu'elles ont envie de mener, qui se retrouvent sans... parce que l'État en France, il est là pour porter aussi la solidarité vis-à-vis des territoires et notamment de ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, je crois que l'AMF lui rappellera. Il est 17h36 et merci à toutes et à tous et merci à vous deux d'être restés jusqu'au bout et bonne fin d'après-midi pour tous. Au revoir.